Existe-t-il un moyen fiable de savoir si quelqu'un utilise ou a utilisé des stéroïdes? Eh bien oui, il existe des signes révélateurs qui ne trompent pas et ce sont ces signes que je vais vous apprendre à repérer dans cette vidéo. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point l'usage des stéroïdes anabolisants est répandu dans le monde du fitness et du bodybuilding. À vrai dire, d'après cette revue de la littérature scientifique, l'usage des stéroïdes anabolisants serait estimé à près de 1 à 5% de la population mondiale, ce qui correspond à environ 80 à 400 millions d'usagers dans le monde. Je sais, c'est énorme. Et le plus grave là-dedans, c'est qu'il est probable que ces chiffres sous-estiment la réalité. Il est en effet extrêmement difficile d'estimer avec précision le nombre de personnes qui utilisent des anabolisants pour améliorer leur force et leur apparence physique, car c'est un secret dont se gardent la plupart des mecs qui se chargent, et ce autant pour des raisons éthiques que légales. Et dans l'absolu, voyez-vous, ces chiffres, on s'en cogne un peu, car ce qui compte vraiment, c'est que vous soyez capable de déterminer si oui ou non, une personne que vous suivez sur les réseaux sociaux ou côtoyez dans votre salle est chargée ou naturelle. En étant capable de séparer le bon grain de l'ivraie, vous aurez ainsi beaucoup moins de risques de vous planter en suivant religieusement les conseils merdiques de types qui vous mentent sciemment au sujet de leur plastique de rêve et de ce qu'ils ont fait en secret et continuent peut-être de faire pour l'obtenir et la garder. Et c'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 moyens relativement fiables de savoir que quelqu'un que vous connaissez ou suivez est sous stéroïdes. Notez bien évidemment qu'aucun de ces signes ne constitue en soi une preuve irréfutable de dopage. Ce n'est pas une science exacte. Cela dit, additionnés aux autres, ces 7 signes vont vous permettre de constituer un faisceau d'indices pour différencier avec un assez haut degré de fiabilité les vrais natis des fake natis. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous propose un petit test final pour voir si vous avez bien intégré cette grille d'analyse et si vous méritez ou non votre grade de super détective. Yallah les amis, démarrons l'enquête. Indice numéro 7. Il souffre d'un des effets secondaires visibles des stéroïdes. Comme n'importe quel médicament, la prise de stéroïdes est associée à des effets secondaires plus ou moins visibles et plus ou moins fréquents. Parmi les effets secondaires les plus fréquents, il y a d'un l'agressivité ou rage stéroïdienne, de 2 l'acné, surtout après 20 ans, de 3 la gynécomastie et de 4 enfin la perte de cheveux, surtout avant 30 ans. À elle seule, l'agressivité concernerait environ 60% des consommateurs de stéroïdes, tandis que l'acné toucherait pour sa part entre 27 et 43% des utilisateurs. Les mecs qui se fruitent auraient également 13 fois plus de risques de souffrir de gynécomastie que les personnes qui ne consomment pas de stéroïdes. Pour rappel, la gynécomastie correspond à une croissance excessive des glandes mammaires, autrement dit des seins, chez l'homme. Chez plus d'un usager sur 3, une partie de la testostérone stimulée par la consommation de stéroïdes serait ainsi convertie en œstrogène par le biais d'une enzyme nommée aromatase, favorisant de ce fait l'épaississement d'une ou des 2 glandes mammaires. Après, aucun de ces effets secondaires ne suffit à lui seul à établir que quelqu'un se charge ou ne se charge pas. Vous pouvez en effet tout à fait tomber sur un chargé d'affaires qui ne souffre pas de gynécomastie comme tomber sur un non-consommateur qui a de jolies bzézelles. À vrai dire, votre propension à souffrir de gynécomastie, d'alopécie ou d'acné dépend avant toute chose de vos prédispositions génétiques et des produits que vous consommez. Par exemple, certains stéroïdes comme l'anadrol et le dianabol aromatisent beaucoup plus que d'autres. De plus, de nombreux consommateurs expérimentés de stéroïdes consomment en parallèle de leur cure des bloqueurs d'œstrogène ou inhibiteurs d'aromatase afin de limiter la conversion de la testostérone en œstrogène. Du coup, ils produisent beaucoup moins d'œstrogène et ne souffrent donc pas de gynécomastie alors qu'ils sont pourtant chargés comme des buffles. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez ni ne devez vous fier à un seul effet secondaire pour établir que quelqu'un est ou n'est pas naturel. En revanche, si votre influenceur préféré a des tétons à en faire verdir de jalousie une actrice d'OnlyFans, qu'il est gaulé comme un blanc-bleu belge et que son dos est aussi lisse qu'une garniture de pizza, alors il est légitime que vous vous posiez des questions sur son degré de natiness. Indice numéro 6. Son haut des pecs, ses épaules et ses trapèzes sont hyper développés. Avoir un cou et un haut des pecs surdéveloppés, des trapèzes monumentaux et des épaules gonflées à l'hélium est un autre bon indicateur du degré de naturalité de la personne que vous avez en face. Comme l'indiquent ces études de 1993 et de 2000, ces groupes musculaires possèdent en effet une concentration beaucoup plus forte en récepteurs à androgènes que les autres parties du corps, ce qui signifie qu'ils réagissent beaucoup plus vite à la hausse de vos taux de testostérone que vos autres groupes musculaires. Par conséquent, si vous consommez des stéroïdes, ces récepteurs vont être suractivés et stimuler la croissance des muscles du haut de votre corps à un rythme bien plus rapide que celle de vos jambes ou de vos bras.
En clair, si un individu possède des trapèzes, des pecs et des épaules de colosse, alors que plusieurs de ses autres groupes musculaires comme ses bras ou ses dorsaux sont à la traîne, il y a des chances qu'il ne consomme pas que des œufs bio le matin au petit-déj. Cela ne veut bien évidemment pas dire que vous ne pouvez pas vous bâtir un haut du torse monumental de manière naturelle, mais cela exige des années de pratique sur les bons lifts avec la bonne méthode. Indice numéro 5. Il affiche des proportions musculaires parfaites avec 0 point faible. Avoir des proportions parfaites sans aucun point faible peut également indiquer qu'un mec se ou s'est chargé. Il est en effet extrêmement rare de trouver un vrai nati qui possède une shape parfaitement symétrique et tous les muscles développés de manière proportionnée par rapport aux autres. Dans l'écrasante majorité des cas, un pratiquant naturel a toujours un ou deux groupes musculaires à la traîne par rapport aux autres, à la fois niveau volume et niveau force, et ce, quelles que soient ses années de pratique. Pour moi, ce sont les bras et les pectoraux. Pour d'autres, ce sont les mollets, les abdos ou les avant-bras. Chez les consommateurs de stéroïdes, avoir des proportions parfaites est en revanche assez commun. Et ça l'est pour au moins 2 raisons. La première, c'est que chaque fibre musculaire possède des récepteurs à androgènes. Par conséquent, quand un mec fait artificiellement monter ses taux de testostérone en s'injectant ou en consommant oralement de la testostérone, cela pousse tous les muscles de son corps à prendre du volume, y compris ceux qui étaient jusque-là réfractaires à la croissance musculaire comme ses mollets, ses bras et ses avant-bras. La seconde, c'est que les chargés de communication peuvent plus facilement sculpter leur corps que les pratiquants naturels dans la mesure où ils peuvent se permettre pendant un temps au moins de négliger leurs points forts qui resteront balèzes et de se concentrer sur leurs points faibles qui hypertrophieront rapidement. Ils le peuvent non seulement parce que les stéroïdes favorisent la croissance et le maintien des tissus musculaires, mais aussi et surtout parce que leur prise accélère la récupération, ce qui leur permet donc de s'entraîner plus dur, plus longtemps et plus souvent. Indice numéro 4. Il exhibe un physique massif et écorché toute l'année, malgré une hygiène de vie douteuse. Ce point découle du précédent. Un physique massif et écorché à la Simply Shredded, avec une séparation extrêmement marquée entre chaque muscle, est impossible à atteindre sans assistance chimique. Impossible. Vous pouvez être naturellement très massif ou naturellement très sec, mais pas les deux à la fois. Quand vous cherchez à devenir très sec en étant nati, c'est-à-dire à passer sous la barre des 8% de masse grasse, cela ne peut se faire qu'au prix d'une perte plus ou moins importante de masse musculaire. Pour chaque point de masse grasse que vous allez perdre, vous devez en effet vous attendre à sacrifier une quantité plus ou moins grande de masse musculaire, c'est obligé. Avec les stéroïdes, la donne change en revanche complètement. D'un seul coup, vous pouvez devenir écorché à vif en bouffant des kilos de nourriture et donc conserver, voire continuer de développer légèrement au moins votre masse musculaire. Vous pouvez également vous permettre de dormir beaucoup moins que nécessaire et malgré tout continuer d'afficher des niveaux d'énergie hors du commun. Naturellement, vous en seriez incapable. En réalité, les stéroïdes vous permettent de gommer une grande partie des erreurs hygiéno-diététiques qui vous coûteraient extrêmement cher si vous les commettiez en étant nati. Et c'est pourquoi, si vous suivez un influenceur en fitness qui vit la grande vie à coups de voyages permanents, de sorties nocturnes répétées et de cheat meals quotidiens, et qui en parallèle affiche un physique à la Marvel, supramassif et supra-écorché toute l'année, alors soyez presque sûr qu'il a recours à une aide chimique exogène. Attention, encore une fois, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être et rester sec en étant naturel. Si vous avez hérité d'une bonne génétique, vous pouvez maintenir un taux de masse grasse relativement bas toute l'année, de l'ordre de 10% pour un homme et de 20% pour une femme, mais cela exige que vous fassiez attention à ce que vous mangez et à la façon dont vous vous entraînez au quotidien. Cela dit, vous ne pourrez pas atteindre et conserver un taux de masse grasse à un seul chiffre en ayant en même temps 10 kg de masse en plus que votre taille. Et ce, à plus forte raison si vous avez une hygiène de vie de merde. Un nati peut être très massif ou très sec, mais pas les deux à la fois, et ce, quelle que soit sa génétique, sa diète et sa charge d'entraînement. Indice numéro 3. Il est très fort, très massif et très sec en même temps. Toujours dans le même ordre d'idées, il est impossible d'être très massif, très sec et très fort en même temps quand on est nati. Vous pouvez être fort et massif, mais dans ce cas, oubliez l'idée d'être sec. Vous pouvez être fort et sec, mais dans ce cas, oubliez l'idée d'être massif. Ou vous pouvez être massif et sec, et encore, mais dans ce cas, oubliez l'idée d'être fort. Quelle que soit la génétique dont vous avez hérité et la qualité du programme que vous suivez, il y a toujours un compromis à faire. Pourquoi? Tout simplement parce que pour devenir sec en étant nati, vous devez diminuer vos apports caloriques. Or, plus vous réduisez vos apports caloriques, plus vous perdez en force et dans une moindre mesure en masse musculaire. Et vice versa, pour devenir fort en restant nati, vous devez augmenter vos apports caloriques, ce qui vous fait perdre du coup en définition musculaire, donc en sèche. Les chargés de mission n'ont pour leur part aucun compromis à faire. Le fruitage leur permet de réaliser le triumvirat force-masse-sèche sans se prendre la tête.
Et c'est pourquoi les types super jacked et super shredded que vous voyez soulever des charges de Golgoth à la salle ou sur YouTube tournent très certainement à l'Anavar Give Up et au non-méalotestin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors oui, je sais, la force n'est pas toujours corrélée à la masse musculaire et vous pouvez rencontrer des types incroyablement forts, en particulier sur un exercice, qui sont totalement stéroïde-free. Mais dans 9,9 cas sur 10, ces types n'ont pas un physique de malade mental. En général, les mecs les plus stocks sont aussi les plus forts. Mais quand les mecs les plus stocks et les plus forts sont également les plus secs, alors c'est qu'à un moment donné, il y a des stéroïdes qui se sont planqués quelque part dans l'équation. Indice numéro 2. Sa force et ou sa masse musculaire ont augmenté brutalement. Une élévation rapide et brutale de la force et ou de la masse musculaire d'un individu suggère aussi très fortement qu'il ou elle se charge, sauf si il ou elle débute en musculation. Quand vous débutez en muscu, vous gagnez en effet beaucoup de force et de masse durant les 2-3 premières années d'entraînement. Puis, à mesure que les années passent, vos gains à la fois en termes de force et de masse se font de plus en plus lents. Par exemple, au bout de 4 à 5 ans d'entraînement, vous devez vous estimer heureux si vous parvenez à améliorer votre force de 20 kg en un an sur un lift. Au bout de 7 à 10 années d'entraînement, n'en parlons même pas. Si vous réussissez à augmenter votre développé couché, votre squat ou votre deadlift de seulement 10 kg en un an, alors c'est la fête. Maintenant, comment cela change-t-il quand vous décidez enfin à eat clean, train hard et Anavar Give Up? Eh bien, votre courbe de progression repart plus belle, et ce à une vitesse proportionnelle à la quantité et à la nature des anabolisants que vous consommez, puisqu'il est démontré que plus l'on consomme de stéroïdes, plus la force et la masse musculaire augmentent. Dans une fameuse étude publiée en 1996, des hommes à qui l'on a injecté de la testostérone édentate ont ainsi vu leur force augmenter de 22 kg au développé couché et 38 kg au squat en seulement 10 semaines d'entraînement. Dans le même laps de temps, ils ont également gagné 6,1 kg de masse sèche en moyenne, ce qui correspond à des gains inimaginables en si peu de temps pour un pratiquant nati. Des experts en fitness ont d'ailleurs mis au point des modèles qui quantifient les gains musculaires que vous pouvez réaliser de manière naturelle en fonction de votre nombre d'années d'entraînement. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans cette vidéo. Pour reprendre le modèle le plus simple, celui de Lyle McDonald, si vous vous entraînez et mangez de manière optimale, vous pouvez vous attendre à gagner entre 9 et 11 kg de masse sèche au cours de votre première année d'entraînement, entre 4,5 et 5,5 kg de masse sèche au cours de votre deuxième année d'entraînement, entre 2,3 et 2,7 kg de masse sèche au cours de votre troisième année d'entraînement et environ 0,9 à 1,4 kg de masse sèche par an à partir de votre quatrième année d'entraînement. Autrement dit, chaque année qui passe, vous devez en moyenne diviser par 2 l'ampleur des gains de masse sèche auxquels vous attendre. Attention, je parle de masse sèche ici et pas de masse totale, car vous pouvez très bien prendre 20 kg de masse en un an, dont 70% est de la pure graisse et 30% seulement du muscle, ce qui correspondrait au final à une prise de 14 kg de masse grasse pour seulement 6 kg de masse sèche. Donc ne tombez pas dessus en me disant que vous connaissez un mec nati qui a pris 12 kg en 2 mois. Soit, mais combien de ces kilos pris est réellement du muscle et combien est de la graisse? Indice numéro 1. Il possède un FFMI normalisé supérieur ou égal à 25. L'indice de masse sèche, ou FFMI en anglais, mesure la quantité de muscles que vous possédez par unité de taille. À l'image de l'IMC, il est obtenu en divisant votre masse musculaire ou sèche en kilogrammes par votre taille en mètres carrés. Vous pouvez calculer le vôtre en entrant votre taille, votre poids et votre taux de masse grasse dans le calculateur dont j'ai renseigné le lien dans la description de la vidéo. Dans le cadre d'une étude publiée en 1995, des scientifiques ont calculé les FFMI de 157 athlètes masculins dont certains ont admis qu'ils consommaient des stéroïdes et d'autres qu'ils étaient naturels. Ils ont alors trouvé que le FFMI moyen des consommateurs de stéroïdes était d'environ 24,8 et celui des non-consommateurs de 21,8 en moyenne. Plus important, aucun des 74 participants nati n'avait un FFMI supérieur à 25, alors que presque la moitié des consommateurs de stéroïdes avaient un FFMI supérieur à ce seuil. De plus, quelques participants naturels avaient plusieurs années d'expérience en muscu et participaient à de nombreuses compétitions de bodybuilding naturel. On peut donc s'attendre à ce que certains d'entre eux aient été proches de leur potentiel musculaire maximal au moment de l'étude. Seul hic, ce FFMI ne tenait pas compte de la différence de taille entre les participants de l'étude. Conscients de cela, les chercheurs ont donc cherché à normaliser leurs données en utilisant pour base, de manière assez arbitraire il faut dire, la taille moyenne des participants, soit 1,80 m.
Après avoir fait cela, ils ont constaté que les athlètes naturels de l'échantillon avaient un FFMI normalisé maximal de 24,9, tandis que près de la moitié des consommateurs de stéroïdes avaient un FFMI normalisé supérieur à 25. En définitive, à défaut d'apporter la preuve irréfutable qu'un individu se charge, les scientifiques en ont déduit qu'un FFMI normalisé supérieur à 25 faisait office de sérieux red flag quant au fait que ledit individu peut être ou avoir été sous cure. Alors oui, si vous épluchez l'étude en détail, vous constaterez que de nombreux culturistes de l'ère soi-disant pré-stéroïdes ont réussi à franchir ce cap de 25 et que 3 des 20 étudiés ont même réussi à dépasser un FFMI normalisé de 27. Mais même si on accepte que tous ces culturistes étaient vraiment naturels, quand l'on calcule leur FFMI normalisé en utilisant un taux de masse grasse et un poids de corps plus réaliste que ce pris pour référence par les scientifiques, il n'y en a qu'une minuscule poignée qui dépasse la barre fatidique des 25 de FFMI. Pour en revenir à nos moutons, si vous souhaitez déterminer si un gars que vous suivez est ou n'est pas sous stéroïde en vous basant sur son FFMI, voici les repères que je peux vous donner avec en parallèle quelques exemples pour illustrer mon propos. Si son FFMI normalisé est supérieur à 26, il est ou a été sous cure, point barre. Si son FFMI normalisé est compris entre 25 et 26, il est à 99% certain qu'il utilise ou a utilisé des stéroïdes. Il se pourrait qu'une exception génétique sur 10 millions puisse parvenir naturellement à un tel FFMI, mais personnellement je n'y crois pas. Si son FFMI normalisé est compris entre 24 et 25, il est très possible qu'il utilise ou ait utilisé des fruits, mais ce physique est atteignable de manière naturelle pour une personne douée d'une excellente génétique qui s'entraîne qualitativement non-stop depuis au moins 10 ans, mange ce qu'il faut 90% du temps et prend tous les suppléments qu'il faut. Si son FFMI normalisé est compris entre 23 et 24, c'est 50-50. Ce seuil est de fait tout à fait atteignable de manière naturelle pour un type doué d'une génétique avantageuse qui s'entraîne qualitativement non-stop depuis plus de 7 ans, mange ce qu'il faut 80 à 90% du temps et prend les bons suppléments. Si son FFMI normalisé est inférieur à 23, il possède un physique tout à fait atteignable naturellement, même si ça ne veut pas dire que dans 100% des cas, le physique que vous observez a été obtenu de manière 100% naturelle. Dernier point, à partir de 23, si le FFMI d'un individu progresse de plus de 2 points en un an ou moins, alors il y a également de très fortes chances qu'il ait eu recours à de la vitamine S pour booster sa progression. Je tiens à préciser que pour calculer le FFMI d'un individu, vous devez estimer son taux de masse grasse de manière visuelle, ce qui laisse place à une énorme marge d'interprétation. Pour limiter votre marge d'erreur, je vous invite donc à vous référer à la grille qui s'affiche en ce moment à l'écran. Je sais que les vrais connaisseurs vont grincer des dents en la voyant car les taux de body fat que je présente ici sous-estiment clairement la réalité. Ceci dit, gardez en tête que Khoury et ses collègues ont évalué les taux de masse grasse des 157 sujets de l'étude en utilisant des pinces à pli cutanées, une méthode qui a la fâcheuse tendance à sous-estimer le véritable taux de masse grasse d'un individu. Pour preuve, dans cette étude de 2010, des pinces à pli cutanées ont sous-estimé en moyenne de 7 points les véritables taux de masse grasse des sujets tels que révélés par la DEXA. Il faut donc que vous gardiez impérativement cela en tête quand vous calculez le FFMI d'un individu. Utilisez un taux de body fat très généreux, sinon votre estimation ne sera pas bonne. Et voilà les amis, pour ce qui est des 7 moyens fiables de savoir si quelqu'un est ou n'est pas sous stéroïdes. Si vous m'avez écouté dans ce podcast, vous m'aurez entendu dire que je m'en conne pour ma part pas mal de savoir si quelqu'un se charge ou ne se charge pas. Je pense en effet que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps et de sa santé et qu'en plus, cela ne fait pas vraiment avancer le schmilblick de savoir qu'un type est fruité ou ne l'est pas. Sauf qu'après réflexion, je me rends compte que c'est assez facile pour moi de dire une chose pareille, car avec les années d'expérience, mon détecteur à fake natis s'est considérablement amélioré, si bien qu'aujourd'hui je les repère d'assez loin. Par conséquent, je suis en mesure de rapidement savoir si un mec que j'écoute est 100% legit ou pas. En revanche, pour un paquet d'entre vous, je sais que c'est la jungle sur les fléaux sociaux et qu'il vous est difficile de séparer le bon grain de l'ivresse du mensonge. Je vous vois et franchement ça me désole. D'un côté du spectre, il y a les naïfs qui avalent goulûment les sornettes des gars qui tournent au Dianabol et au Clean But 366 jours sur 365, et de l'autre, les cyniques qui ont totalement perdu foi en leur potentiel et accusent automatiquement un mec de se fruiter dès lors qu'il a un meilleur physique que le leur. À travers la grille d'analyse que je viens de vous donner, mon but est de vous éviter de tomber dans l'un de ces deux travers. Avec cet outil, vous possédez désormais un moyen relativement fiable de savoir si un gars que vous suivez est propre ou ne l'est pas, et si à la lumière de ça, continuer de l'écouter vous est bénéfique ou ne l'est pas. Pour vous faciliter les choses, je vous ai reproduit cette grille d'analyse en PDF. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous invite à la télécharger et à me dire ensuite qui des 10 influenceurs en fitness que j'ai notés dans l'espace commentaire sous cette vidéo est d'après vous Nati
et qui ne l'est pas. Sur ce les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ce serait vraiment super de réussir à franchir la barre des 80 000 abonnés avant la fin du mois de novembre. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez également le faire via mes pages Tipeee et Patreon. Les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce mes chers amis, à bientôt.